Mon mari fuyait notre intimité, prétextant 1000 excuses. Pour nos 3 ans de mariage, je l'ai entendu au téléphone murmurer à une autre qu'il serait plus doux la prochaine fois. Ma décision fut immédiate, qu'elle le garde. Je ne veux plus de cette marchandise avariée. Julien était sous la douche quand son téléphone a sonné. J'étais assise au bord de notre grand lit, tenant encore le cadeau de 3e anniversaire qu'il venait de m'offrir. À l'intérieur du coffret en velours se trouvait un collier de diamants qui scintillait sous l'éclairage de la chambre, un peu comme notre mariage aux yeux de tous dans notre cercle social. Respectable, cher et absolument parfait. L'écran s'est allumé sur la table de chevet. Le nom de l'appelant affichait Sophie Parlier, l'assistante de direction de Julien. Je n'avais pas l'habitude de vérifier le téléphone de mon mari. En 3 ans de mariage, je n'avais jamais parcouru ses messages ni suivi sa position. Mes amis me disaient souvent que j'étais trop confiante. Je répondais toujours que ce n'était pas une confiance aveugle. C'était un refus de transformer mon mariage en un mauvais roman policier. Mais ce soir-là, le téléphone vibrait avec une urgence implacable, difficile à ignorer. J'ai tendu la main pour le faire taire, mais mon doigt a accidentellement glissé sur l'écran, répondant à l'appel. Avant que je puisse dire un mot, une voix de femme, douce, plaintive et nasillarde, s'est fait entendre. « Julien, j'ai encore si mal aujourd'hui. » Je me suis figé. Mon sang s'est glacé. Une seconde plus tard, le bruit de la douche dans la salle de bain s'est brusquement arrêté. Julien devait avoir répondu à l'appel via son Apple Watch. Il a baissé la voix, parlant avec une tendresse profonde et protectrice que je ne lui avais pas entendu m'adresser depuis très, très longtemps. Je t'ai complètement épuisé hier soir. Sophie a laissé échapper un doux murmure à l'autre bout du fil. Julien a gloussé. Tu t'es trop dépensé. D'accord, je serai plus doux la prochaine fois. Assise, immobile sur le lit, j'ai lentement refermé le couvercle du coffret à bijoux. Le bruit de la douche a repris, résonnant sur le carrelage, mais tout ce que j'entendais, c'était le son assourdissant de quelque chose qui se brisait complètement en moi. Pendant la majeure partie de l'année écoulée, Julien m'avait repoussé encore et encore. Il avait un arsenal d'excuses. Le travail a été épuisant ces derniers temps. J'ai une réunion importante du conseil d'administration demain matin. Je ne suis juste pas d'humeur ce soir, d'accord ? Ma frustration initiale s'était lentement transformée en un profond doute de moi-même. J'avais secrètement acheté de la nouvelle lingerie coûteuse, changé mon parfum signature, et me suis torturé à me demander si 3 ans de mariage m'avaient simplement rendu inintéressante à ses yeux. Il s'est avéré qu'il ne manquait pas d'endurance. Son énergie ne m'était tout simplement pas réservée. Il y a 3 ans, quand Julien et moi nous sommes mariés, il n'était pas le PDG en vue qu'il est aujourd'hui. Sa société de technologie avait moins d'1 an, opérant depuis un bureau exigu au 12e étage d'un immeuble délabré du centre-ville où l'ascenseur était toujours en panne et la climatisation inexistante en pleine chaleur de juillet. Chaque jour, il partait dans une chemise impeccablement repassée pour pitcher à des investisseurs en capital risque, pour ne rentrer le soir que le col trempé de sueur et de défaite. Avant notre mariage, j'étais la cofondatrice d'une marque d'ameublement haut de gamme appelée Cœur et Sillon, spécialisée dans les meubles sur mesure et la décoration d'intérieur personnalisée. Mon associée, Élise, et moi l'avions construite à partir d'un minuscule studio, travaillant d'arrache-pied pendant 5 ans jusqu'à ce que nous ayons enfin une base de clients d'élite stable et une solide réputation sur la Côte d'Azur. Juste avant le mariage, Julien m'a prise à part et m'a dit « Claire, mon entreprise traverse sa période la plus difficile en ce moment. Es-tu prête à rester à mes côtés à travers ça ?» Ses yeux contenaient à la fois une ambition brute et une sincérité profonde. Je l'aimais. Alors, j'ai pris du recul par rapport aux opérations quotidiennes de Cœur et Sillon, ne conservant qu'une petite participation et un siège au conseil d'administration pour me concentrer entièrement sur notre foyer et sa carrière. Quand la trésorerie de son entreprise s'est tarie et qu'il faisait face à la faillite, j'ai vendu mon appartement en centre-ville que je possédais avant le mariage et lui ai viré les 450 000 € pour maintenir l'entreprise à flot. Quand il cherchait désespérément des contacts, je les présentais au vaste réseau que j'avais bâti dans le secteur de l'immobilier de luxe. Les premiers promoteurs immobiliers et distributeurs de technologies domotiques étaient des contacts de haut niveau que j'ai directement amenés à sa table. Une fois, après un pitch de financement brutalement échoué, il est resté assis au volant de notre voiture pendant 2 heures sans dire un mot. Je suis entré dans une station-service de coin, j'ai acheté 2 terribles cafés noirs, me suis assise sur le siège passager et j'ai dit « Julien,
et alors si un investisseur n'a pas vu ton potentiel? Moi, je l'ai vu. Ses yeux sont devenus rouges. Plus tard, lorsque l'entreprise a finalement décroché son premier contrat majeur, il m'a serré dans ses bras dans le bureau sombre à 3 heures du matin et a dit, « Claire, une fois que l'entreprise s'en sortira, je jure que je te donnerai la meilleure des vies. » Je l'ai cru à l'époque, et l'entreprise s'en est sortie. Julien est devenu de plus en plus occupé. Je pensais que c'était juste le prix standard du rêve. La première année de notre mariage ressemblait encore à une lune de miel. Peu importe à quel point il était occupé, il me serrait par derrière en rentrant à la maison, enfouissant son visage dans mon cou, et me demandait comment s'était passée ma journée. Le week-end, s'il ne s'envolait pas pour la Silicon Valley, il m'accompagnait toujours dans les galeries d'art, découvrait de nouveaux fournisseurs de bois de récupération, ou essayait le nouveau bistrot le plus en vogue du centre-ville. Mais dès la 2e année, l'entreprise se développait agressivement, et il a commencé à travailler tard constamment. Au début, c'était 2 ou 3 fois par semaine. Puis c'est devenu presque tous les jours, sa voiture se garant dans l'allée bien après 22 heures. Je n'étais pas sans plainte, mais je comprenais la dure réalité de la culture des startups et savais que l'entreprise était en pleine expansion. Chaque fois que j'étais sur le point de dire quelque chose, il me prenait dans ses bras et disait, juste un peu plus longtemps, « Claire. Ça ira mieux après ce tour de financement de série B. » Ce qui m'a vraiment fait sentir que quelque chose n'allait pas fondamentalement, c'est le déclin soudain et brutal de notre intimité physique. Ça a commencé par une fois par mois, puis une fois tous les 2 mois, puis pendant 6 mois complets, il ne m'a pas touché du tout. Quand j'initiais, il m'embrassait sur le front, la voix lasse. Le travail a été tellement épuisant. Je portais de la nouvelle lingerie et m'asseyais au bord du lit. Il jetait un coup d'œil, souriait poliment et disait, « C'est magnifique, chérie », avant de se retourner pour ouvrir son MacBook. Je le serrais par derrière pendant qu'il préparait son café. Il prenait mes mains, les retirant doucement. J'ai un petit déjeuner de travail avec des investisseurs providentiels à la première heure. Ne me distrais pas. J'ai même commencé à me demander si j'avais perdu mon attrait physique. Un soir, je me suis tenu devant le miroir de la salle de bain et je me suis examiné sans pitié. 32 ans, ma peau était encore impeccable. Ma silhouette n'avait pas changé grâce à ma routine de pilates. Mais la femme dans le miroir avait des yeux fatigués et creux, comme quelqu'un qui veille une lumière de Porsche en attendant une voiture qui ne viendra jamais. J'ai finalement demandé à Julien, « As-tu perdu tout intérêt pour moi ?» Il a semblé surpris un instant, puis m'a prise dans ses bras. « De quoi parles-tu ? Je suis juste tellement épuisé. Ces quelques années avant l'introduction en bourse sont décisives. Donne-moi juste un peu plus de temps. » Je me suis appuyé contre sa poitrine, sentant la légère odeur de bourbon et un parfum sur son revers. Ce n'était pas mon parfum. « As-tu changé d'eau de Cologne ?» ai-je demandé. Probablement juste d'étain sur moi dans un ascenseur bondé au restaurant, a-t-il dit. Je l'ai cru à ce moment-là. Je croyais vraiment qu'il était juste épuisé. Sophie est entrée dans ma vie pour la première fois le soir où Julien s'est saoulé lors d'un dîner d'entreprise. Elle l'a aidé à franchir la porte d'entrée. Une jeune femme de 26 ans avec de longs cheveux blonds, portant un chemisier blanc impeccable et un pantalon de tailleur, semblant entièrement professionnelle et discrète. « Claire, je suis tellement désolé. » Les clients commandaient des tournées de tequila toute la nuit et n'acceptaient aucun refus. Elle l'a aidé à s'installer sur le canapé du salon et ne s'est pas attardée, posant pensivement la mallette en cuir de Julien près de la porte. Avant de partir, elle s'est retournée et a dit, « Julien a l'estomac sensible. S'il vous plaît, assurez-vous qu'il boive une boisson énergisante ou un soda au gingembre. » Mon impression d'elle était incroyablement positive. Plus tard, quand Julien travaillait tard, elle a commencé à m'envoyer des SMS directement. « Bonsoir Claire. Julien a un appel Zoom tard ce soir. Vous devriez aller vous reposer. Bonsoir Claire. Julien a à peine déjeuné. Je lui ai commandé une salade. Claire, Julien est vraiment stressé aujourd'hui. S'il vous plaît, ne soyez pas fâchés contre lui s'il est silencieux. La pression du conseil d'administration est intense. Une fois, Julien et moi avons eu une petite dispute à propos de ses heures supplémentaires constantes. Le lendemain, Sophie m'a envoyé un message. Claire, s'il vous plaît, ne lui en veuillez pas. Julien vous adore vraiment. Après notre réunion d'équipe hier,
il n'arrêtait pas de me demander quel genre de bijoux il devrait acheter pour se faire pardonner. En lisant ce texto, j'ai ressenti une vive pointe de culpabilité. Étais-je trop exigeante? Même son assistante comprenait le poids immense sur ses épaules alors que moi, sa femme, je le harcelais constamment pour qu'il rentre tard. Effectivement, Julien a plus tard ramené à la maison un bracelet Tiffany. Il a dit, j'ai été un crétin hier. Je suis désolé. En regardant la chaîne en argent et en me souvenant du message de Sophie, mon cœur s'est adouci. En y repensant maintenant, le vrai génie de Sophie ne résidait pas dans le port de décolleté plongeant ou de flirt ouvert. Elle était une maîtresse dans l'art de jouer la médiatrice attentionnée. Elle trouvait des excuses à Julien, construisait des ponts pour moi et comblait les fissures de notre mariage. Je n'avais pas réalisé à l'époque que la personne la plus douée pour me convaincre de faire confiance à mon mari était la personne même que mon mari cachait au grand jour. Le premier énorme signal d'alarme a été une facture d'hôtel. Je faisais le budget de notre ménage quand j'ai vu une dépense de 980 € sur l'Amex Platinum de Julien dans un hôtel 5 étoiles du centre-ville. L'heure était 21h47 un jeudi. Mais ce soir-là, il avait franchi notre porte d'entrée à 23 h. J'ai demandé nonchalamment autour d'un café, « Tu as pris un verre au Four Seasons jeudi ?» Julien lassait ses chaussures, son expression parfaitement détendue. Oui, un pitch client dans le salon exécutif. On a eu un bref débriefing au bar après. Il a même ouvert sa conversation Slack où l'hôtel était en effet mentionné avec des selfies avec les clients. Je n'ai pas insisté. Mais ce soir-là, en parcourant Instagram, j'ai vu une publication de Sophie. C'était une photo de la silhouette de la ville la nuit avec une flûte de champagne en cristal au premier plan. Il n'y avait pas de géolocalisation, juste la légende, le jeu en vaut la chandelle. Le point de vue de sa photo était identique à la vue depuis le salon du dernier étage de cet hôtel. Peut-être qu'elle était juste au débriefing avec lui, me suis-je dit. Mais à partir de ce jour, j'ai commencé à prêter une attention particulière. J'ai renoué avec Élise, mon associée et plus proche confidente. Quand elle a entendu mes soupçons lors de notre café matinal chez Starbucks, elle est restée complètement silencieuse. « Claire, es-tu absolument sûre de vouloir ouvrir la boîte de Pandore ? » Je n'essaie pas de tendre un piège, ai-je dit. J'ai juste besoin de savoir si je suis la dinde de la farce, Élise. D'accord, je connais un détective privé qui s'occupe d'espionnage industriel. Je vais lui demander d'enquêter discrètement. Quelques jours plus tard, elle a fait glisser un dossier en manie sur mon îlot de cuisine contenant ses itinéraires de voyage et ses notes de frais. Julien voyageait fréquemment avec Sophie. De nombreux soi-disant sommets technologiques de 2 jours à Austin ou Seattle voyaient leur panel se conclure le vendredi après-midi. Le samedi était entièrement vide. Ce qui m'a encore plus retourné l'estomac, c'est qu'il y a 6 mois, Julien avait fait en sorte que la mère de Sophie passe outre la liste d'attente d'une clinique privée exclusive en Normandie, les frais énormes étant payés par son compte chèque personnel. J'ai regardé le reçu de virement pendant un long moment. Ce n'était pas le package d'avantages standard pour une assistante. « Quel est ton prochain coup ?» m'a demandé Élise, en observant mon visage. « D'abord, j'ai besoin de toutes les pièces du puzzle, ai-je dit. Elle m'a maudite d'être si glacialement calme. J'ai eu un rire amer. Je veux casser toutes les assiettes de cette maison, Élise. Je veux faire irruption dans son bureau de direction et rayer sa voiture. Mais après avoir fait tout ça, et alors ? L'entreprise de Julien était en train de finaliser un énorme tour de financement de série C. L'argent de démarrage que j'avais avancé, les actions que je détenais et les clients du CAC 40 que je lui avais présentés étaient le fondement de sa valorisation. Un divorce explosif et scandaleux maintenant ferait chuter les stocks options. Cela ne serait pas seulement ruiner sa vie, ce serait mettre le feu à 3 ans de mon propre avenir financier. Je pouvais quitter Julien, mais je n'allais pas le laisser emporter ma fortune avec lui. Alors, je suis devenu un fantôme. J'ai vérifié son kilométrage, ses reçus Uber, l'afflux soudain de sacs de créateurs sur l'Instagram de Sophie et les registres de passage des cartes d'accès à son immeuble de bureau pour les nuits où il prétendait faire des nuits blanches. Plus je rassemblais de données, plus je devenais insensible. Il ne passait pas toutes les nuits dehors. En fait, la plupart du temps, il rentrait pour le dîner. Et c'était la partie la plus sociopathique. Il avait compartimenté sa double vie à la perfection. En banlieue, il était le mari dévoué qui sortait les poubelles, payait le prêt immobilier et achetait des diamants pour les anniversaires. En ville,
Il canalisait toute la passion et la patience dont il me privait vers une subordonnée d'une vingtaine d'années. La preuve irréfutable est tombée un mercredi soir. Julien a envoyé un texto, réunion d'urgence du conseil d'administration ce soir. Commande à emporter sans moi. J'ai répondu, d'accord, mon amour. À 21h10, le détective privé d'Élise m'a envoyé un texto disant que les lumières de la salle du conseil étaient éteintes et que les dirigeants étaient partis. À 21h40, la Porsche de Julien était garée devant le complexe d'appartements de luxe de Sophie. Les photos haute résolution ont atterri sur mon téléphone pendant que j'arrosais la plante dans le salon. Sur la première photo, Julien sortait de sa voiture, tenant un sac de pharmacie et un sac en papier de ce restaurant de sushi cher du centre-ville. Sophie, vêtue d'un pyjama en soie, attendait dans le hall pour le faire entrer. La façon dont elle le regardait, son sourire était complètement désarmé. Ils sont entrés ensemble dans l'ascenseur. À 1h17 du matin, Julien est sorti de l'immeuble. Je me suis assise sur le canapé dans le salon sombre et j'ai attendu. Il a déverrouillé la porte d'entrée à 2h du matin, se figeant en me voyant assise là. « Chérie, pourquoi es-tu encore debout ?» J'ai fait glisser mon téléphone sur la table basse, la photo brillant vivement. « Explique-moi ça. » Pour la première fois, la façade polie de PDG de Julien s'est brisée, mais son cerveau de relations publiques a rapidement pris le dessus. La mère de Sophie a eu une mauvaise passe aujourd'hui. Elle est sous tellement de stress. Elle a eu une crise de panique totale ce soir. Alors, je suis juste allé m'assurer qu'elle mange quelque chose et voir comment elle allait. Je l'ai regardée. Ça a pris 3 heures pour la regarder manger des sushis. Il est resté silencieux. Julien, ai-je demandé, ma voix terriblement plate. Jusqu'où ça a été? Il s'est laissé tomber sur le pouf, me regardant, les yeux remplis de douleur. Claire, j'ai fait une énorme erreur. C'était comme un coup de masse en pleine poitrine. C'était juste une fois, a-t-il juré. Après la convention à Las Vegas, j'étais ivre. C'était vraiment juste un dérapage d'une fois. Je me suis senti mal à ce sujet dans l'avion du retour. Il a fermé les yeux. Le samedi blanc sur l'itinéraire avait enfin une histoire. Je vais arranger ça. Je suis déjà en train de parler au RH pour la transférer hors de l'étage de la direction, a-t-il plaidé, cherchant mes mains. Claire, s'il te plaît, donne-moi une autre chance. Je l'ai regardé, me souvenant du désespoir pur dans ses yeux lorsque sa première start-up a fait faillite. La promesse qu'il a faite dans ce bureau miteux. Le premier hiver de notre mariage où nous nous blottissions sous une couverture en regardant des films pendant qu'il me réchauffait les pieds froids dans ses mains. La partie la plus angoissante n'est pas de découvrir que votre mari est un monstre. C'est de savoir qu'il fut un temps où il était un homme sincèrement bon. Je n'ai pas demandé le divorce le lendemain matin. Quand Élise l'a appris, elle était si en colère qu'elle est restée silencieuse au téléphone pendant 10 secondes. Claire, souffres-tu du syndrome de Stockholm? Je ne lui ai pas pardonné, ai-je dit. Je me donne juste un peu de temps. D'une part, le financement de Céris était à quelques semaines de sa clôture. D'autre part, mettre fin à un mariage dans lequel j'avais mis toute mon âme semblait impossible à faire du jour au lendemain. Julien a offert une performance magistrale de remords. Pendant que j'étais assise dans son bureau, il a mis les RH sur haut-parleur et a officiellement transféré Sophie à l'équipe de logistique administrative. Il a supprimé son numéro personnel de son téléphone devant moi. Il rentrait à la maison à 18h précises tous les jours, n'utilisant plus l'excuse du « je suis épuisé ». Il a commencé à dîner avec moi, à regarder des films, et a même évoqué nonchalamment la recherche de quartier pour une future école maternelle. « Claire, partons en vacances », a-t-il dit. « Juste nous deux, dans les Alpes suisses. Je rattraperai tout le temps que je te dois. » Nous nous sommes envolés pour la Suisse. Les montagnes enneigées étaient à couper le souffle. Debout sur le balcon de notre chalet, il m'a entouré de ses bras par derrière et a murmuré « Je ne veux vraiment pas te perdre. » À ce moment-là, j'avais tellement envie de le croire. J'ai rationalisé que tout le monde fait des erreurs. Tant qu'il faisait le travail pour reconstruire, tant que Sophie était complètement exilée de son orbite, peut-être que ce mariage n'avait pas à se terminer. Nous avons essayé d'agir comme au début de notre mariage. Il prenait des photos de moi sur le vif, me tenait la main et coupait mon steak pour moi au restaurant. Mais à 2h du matin, en fixant le plafond,
tout ce que je pouvais voir était cette photo de lui portant des plats à emporter à son appartement. Certaines fractures dans une fondation ne se voient pas pendant la journée, mais elles produisent leurs propres bruits écœurants au cœur de la nuit. 2 mois plus tard, je suis allé avec Élise dans un hôpital spécialisé de l'Upper East Side. Les heures de travail folles d'Élise lui avaient causé un ulcère de stress. Après avoir obtenu son ordonnance, nous sommes passés devant la salle d'attente du gynécologue-obstétricien. À travers les portes vitrées, j'ai vu Sophie. Elle était assise dans un fauteuil moelleux, tenant un rapport de laboratoire, l'air pâle et fragile. Debout juste à côté d'elle, lui tendant une bouteille d'eau, se trouvait un chauffeur de VTC que Julien avait engagé. En une fraction de seconde, le sang dans mes veines s'est glacé. Élise l'a vu aussi et m'a agrippé le bras. Claire, je ne suis pas entré en trombe. J'ai tourné les talons et je me suis dirigé directement vers l'ascenseur. Ce soir-là, pendant que Julien enlevait sa cravate dans la chambre, j'ai demandé nonchalamment, comment Sophie s'adapte-t-elle à son nouveau rôle ces derniers temps. Il n'a pas sourcillé. Son expression était parfaitement naturelle. Je ne sais pas. Je ne lui ai pas parlé une seule fois depuis le transfert. J'ai penché la tête. Vraiment? Il a levé les yeux. Pourquoi tu parles d'elle soudainement? Puis, comme s'il se souvenait de son nouveau rôle, il est venu vers moi et m'a serré dans ses bras. Ne te prends pas la tête. Je t'ai dit que j'avais coupé les ponts, et je le pensais. Je suis resté totalement immobile dans ses bras. Le lendemain matin, un appel rapide du détective a confirmé que Sophie n'était pas enceinte. Elle était juste à la clinique pour un problème hormonal sévère. Mais le diagnostic n'avait pas d'importance. Ce qui importait, c'était le tissu de mensonge. La voiture était réservée par Julien. Le suivi à la clinique privée était arrangé par lui. Le soi-disant « couper les ponts » était un mensonge du début à la fin. Quand j'ai jeté les reçus de la clinique et les registres du chauffeur sur son bureau, Julien n'a pas semblé aussi décontenancé que la première fois. Il a juste froncé les sourcils en regardant les papiers et ses premiers mots ont été « Tu m'as encore fait suivre par un détective ». J'ai laissé échapper un rire sec. « C'est vraiment ce que tu retiens de tout ça ?» Il est resté silencieux. « Tu as dit que tu n'avais pas été en contact depuis son transfert », ai-je dit. « Les traitements de suivi de sa mère avaient quelques soucis de facturation », a-t-il rétorqué. La voiture privée, c'était juste pour la déposer. Julien, penses-tu honnêtement que je suis si facile à duper? Sa colère a finalement explosé et il a arraché sa cravate. Claire, peux-tu arrêter de supposer le pire dans tout? Sophie a travaillé pour moi pendant 2 ans. Elle a été incroyablement loyale et travailleuse. Sa mère est malade et elle est complètement seule dans cette ville. Ce n'est pas facile pour une jeune femme ici. Je l'ai regardée. Alors tu t'es proposé comme son sauveur? Son visage s'est assombri. Ne le dis pas si crûment. Est-ce que ce que je dis est cru? Ou est-ce que ce que tu fais est simplement incroyablement laid? Pour la première fois, il a élevé la voix contre moi. Elle ne m'a jamais demandé de divorcer de toi. Elle est plus compréhensive que toi. La pièce est tombée dans un silence complet. Cette phrase était comme un couteau émoussé et rouillé, se tordant lentement dans mon cœur. J'ai soudain tout compris. Ce que Julien aimait le plus chez Sophie, c'était précisément qu'elle n'exigeait rien. Elle n'exigeait pas de titre, de choix public ou de responsabilité totale. Elle était douce, agréable et infiniment prévenante. Toujours un havre de paix vers lequel il pouvait se tourner quand il était fatigué d'être un adulte. Et moi, sa véritable épouse, je posais des questions difficiles, je ressentais de la douleur et j'exigeais des limites strictes. J'étais donc devenue celle qui n'était pas compréhensive. Quand ma belle-mère, Simone, a appris la tension, son premier instinct n'a pas été de gronder Julien. Elle m'a pris la main au club de golf, son ton dégoulinant d'une condescendance sincère. Claire, ma chérie, les hommes dans sa position ont des moments d'égarement. C'est malheureux, mais ça arrive. Julien continue de subvenir aux besoins de cette famille, et au bout du compte, c'est toi qui as la bague. Pourquoi jeter par-dessus bord tout ton style de vie et ta position sociale pour une distraction temporaire? J'ai retiré ma main. Simone, est-ce ainsi que vous avez traversé votre mariage? Son visage s'est raidi. Ce n'est pas ce que je veux dire. Je dis que tu ne peux pas simplement jeter toute ta vie pour une femme de passage. Nos amis communs m'ont conseillé de la même manière.
Sophie ne le pousse pas à divorcer. Si tu fais une scène et que tu pars maintenant, tu lui offres tout sur un plateau d'argent. Attends quelques années que la nouveauté s'estompe et il reviendra. Tu as traversé tant d'épreuves avec lui. Maintenant que l'entreprise est un énorme succès, c'est toi qui perdras si tu pars. En écoutant ces mots, j'ai vraiment hésité. M'accrocher au titre de Madame Martin était-il le seul moyen de gagner? Si je supportais juste jusqu'à ce que Sophie soit usée et que Julien revienne à la famille, aurais-je sauvé mon mariage et mes intérêts financiers? Mais chaque fois que Julien s'approchait de moi, mon corps se raidissait en premier. Quand il me tenait la main, je pensais, est-ce que cette main a touché les cheveux de Sophie aujourd'hui? Quand il m'embrassait le front, je pensais, a-t-il utilisé exactement le même ton pour la réconforter? Quand il essayait de me serrer la nuit, je le repoussais instinctivement. Il me regardait, jouant la victime blessée. Claire, j'essaie, mais tout ce que je ressentais était impur dégoût. Certains mariages ne peuvent pas être sauvés, non pas parce qu'il est impossible de pardonner, mais parce que chaque jour où vous continuez, vous êtes forcé d'avaler quelque chose que vous savez être immonde. Ce qui nous a amenés à la nuit de notre 3e anniversaire. Julien était rentré tôt. Il avait acheté d'énormes bouquets de fleurs, préparé un dîner complet avec steak, et placé le collier de diamants à côté de mon assiette. Joyeux 3e anniversaire, Claire. En le regardant dans la cuisine, portant un tablier, j'ai ressenti une lueur de doute momentanée. Peut-être qu'il voulait vraiment recommencer. Peut-être que tout cela pourrait lentement s'estomper. Le steak était un peu trop cuit, et le vin rouge n'avait pas assez respiré, mais il n'arrêtait pas de me regarder comme s'il attendait désespérément que je sourie à nouveau. J'ai bu un peu de vin ce soir-là. Après le dîner, il m'a conduite à la chambre et m'a embrassé doucement. Je n'ai pas résisté. Je voulais essayer une fois de plus. Puis il est allé prendre une douche, laissant son téléphone sur la table de chevet. L'appel de Sophie est arrivé. J'ai répondu accidentellement. Julien, j'ai encore si mal aujourd'hui. L'eau dans la salle de bain s'est arrêtée. Il a répondu sur sa montre. Il a utilisé ce ton mielleux que je n'avais pas entendu depuis des lustres pour l'apaiser. Je t'ai complètement épuisé hier soir. Qui t'a dit d'être si têtu? D'accord, je serai plus doux la prochaine fois. Assise sur le lit, l'effet du vin s'est complètement dissipé. Donc, ce nouveau départ n'était que ma propre fantaisie pathétique. Les fleurs, le dîner, le collier et les baisers de ce soir n'étaient que la compensation respectable qu'il offrait à sa femme après avoir dépensé son énergie sur quelqu'un d'autre la veille. À ce moment-là, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas ressenti de rage. J'ai juste soudainement senti que cet homme était incroyablement sale. Pas physiquement sale, mais sale d'avoir transformé mes mois de lutte, de pardon et d'hésitation en plus d'espace pour lui permettre de manœuvrer ses mensonges. Le lendemain matin, au petit déjeuner, j'ai posé les papiers du divorce devant Julien. Signe-les. Il s'est figé. Qu'est-ce que c'est que ça? Un divorce? Il a posé sa tasse de café, le front plissé. Claire, à quoi tu joues maintenant? Je l'ai regardé calmement. J'ai entendu l'appel téléphonique hier soir. La couleur a quitté son visage, mais ses instincts de communicant ont rapidement repris le dessus. Tu as mal compris. Sophie déménageait hier et s'est fait mal au dos. Je disais juste, Julien, les jeux coupés. Vas-tu encore me mentir en face? Il est resté silencieux quelques secondes. Puis son ton est devenu froid. Même si nous sommes toujours en contact, ce n'est pas une raison pour divorcer, n'est-ce pas? Je rentre à la maison tous les jours. Je fournis tout pour nous. Tu as des parts dans l'entreprise. Personne ne peut te remplacer. J'ai éclaté de rire. Donc, il pensait ça aussi. Tout le monde semblait croire que tant que j'avais le titre légal d'épouse, je devais être parfaitement contente. Tu as vraiment besoin d'une raison, ai-je demandé. Bien sûr, a-t-il dit. Tu ne peux pas simplement annuler 3 ans où je t'ai bien traité à cause de quelques mots sur un appel téléphonique. J'ai lentement poussé le stylo sur la table. C'est une question de respect de soi quand on réalise soudain que ce qu'on a n'est que de la marchandise avariée. Le visage de Julien était cendré. J'ai continué. Je n'en peux plus. Si elle est si désespérée de jouer à la petite maison avec un menteur, elle peut le garder. Julien n'a pas signé. Il a jeté les papiers sur la table. Claire,
si tu me quittes, tout ce que tu as maintenant va changer. L'entreprise, la maison, notre cercle social, tes relations. Es-tu honnêtement prête à renoncer à tout ça? Je l'ai regardé, et la dernière parcelle d'affection dans mon cœur s'est transformée en glace. As-tu oublié comment tu as obtenu tout ce que tu as aujourd'hui? Son visage s'est décomposé. Je me suis levé et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Ces derniers mois, je ne m'étais pas seulement apitoyé sur mon sort. J'avais réengagé mon avocat, organisé mes biens propres, nos biens matrimoniaux, les accords d'actionnariat et les certificats d'investissement. Les 450 000 € de la vente de mon appartement avaient un historique de virement complet vers le compte de son entreprise. Les premiers clients que je lui ai présentés étaient documentés dans des emails et des contrats. La valeur des actions que je détenais en mon nom avait été confirmée après le dernier tour de financement. Les frais d'hôpital privé qu'il a payés pour la mère de Sophie, les sacs de créateur et les bijoux qu'il lui a achetés, l'appartement de luxe qu'il a loué pour elle. J'avais méticuleusement organisé tout cela aussi. J'ai poussé le dossier épais vers lui. Je t'informe de notre divorce aujourd'hui. Je ne suis pas là pour te demander ta permission. Julien a finalement réalisé que je ne faisais pas juste un caprice. Après que la nouvelle du succès du tour de financement de Céris et de l'entreprise a éclaté, Julien était sur un nuage. Mais dès que les rumeurs de notre divorce ont commencé à se répandre, le plus gros client stratégique a proposé une révision de leur partenariat. Le client était un immense groupe immobilier dirigé par un certain Monsieur Dubois, dont j'avais géré le compte pendant mon temps chez Cœur et Sillon. À l'époque où l'entreprise de Julien n'arrivait pas à décrocher un contrat de domotique pour sauver sa peau, c'est moi qui l'ai emmené rencontrer leur vice-président, révisant la proposition encore et encore jusqu'à ce qu'ils acceptent un projet pilote. Monsieur Dubois m'a appelé. Claire, je ne me mêlerai pas de vos affaires personnelles avec Julien, mais une grande partie de la raison pour laquelle nous nous sommes associés avec lui était notre confiance en vous. Si vous partez, nous devons réévaluer la stabilité de son équipe. Monsieur Dubois, ai-je dit, s'il vous plaît, procédez simplement sur la base d'une logique purement commerciale. Peu de temps après, deux des premiers investisseurs providentiels, dont Monsieur Moreau, m'ont contacté en privé. Ils n'essayaient pas de prendre ma défense. Le capital a peu de place pour les sentiments. Ils avaient simplement réalisé qu'une partie importante des premiers clients, du réseau et de la crédibilité de la marque de l'entreprise de Julien venait directement de moi. Ce n'est pas parce que j'avais pris du recul par rapport aux opérations quotidiennes que j'étais impuissante. Pour la première fois, Julien a paniqué. Il est rentré à la maison la veille d'une réunion du conseil d'administration, les yeux injectés de sang. « Claire, as-tu dit quelque chose à Monsieur Dubois ?» Je rangeais mes livres dans des cartons. « Non. » Alors pourquoi réévalue-t-il soudainement notre contrat? Parce qu'ils ne sont pas idiots. Il a réprimé sa colère. Nos problèmes personnels ne devraient pas affecter l'entreprise. Je l'ai regardé. Quand tu payais les factures médicales de la mère de Sophie, que tu lui réservais des VTC sur le compte de l'entreprise et que tu lui louais un appartement, tu ne semblais pas penser à séparer le personnel de l'entreprise. Il était complètement sans voix. Élise est personnellement venue me chercher pour me ramener chez Cœur et Sillon. L'entreprise était beaucoup plus grande que lorsque j'étais parti. Le showroom était passé de 2 à 4 étages, et l'équipe de design était beaucoup plus jeune et très talentueuse. Debout à l'entrée, regardant le logo familier en grains de bois sur le mur, j'ai senti mes yeux s'embuer. Élise m'a tapé sur l'épaule. Ne sois pas émotive tout de suite. Tu es de retour au travail. J'ai souri. Mon siège au conseil d'administration est-il toujours là? Il t'a toujours été réservé, a-t-elle dit. J'ai toujours dit que tu étais juste temporairement détournée par un homme, pas morte. Les mots n'étaient pas exactement gentils, mais ils m'ont fait éclater de rire. Lors de ma première réunion interne de retour, je me suis tenu devant un groupe de jeunes designers et j'ai parlé de notre prochaine ligne de produits. J'étais un peu rouillé au début. Pendant 3 ans, j'avais consacré tellement de mon énergie à Julien, à son entreprise, à ses clients, à ses tours de financement. Mais alors que je commençais à parler de matériaux, d'espace et des besoins des utilisateurs, la vieille familiarité est rapidement revenue. Je ne suis pas devenue brillante après avoir quitté Julien. J'étais déjà ces choses. Ces 3 dernières années, j'avais juste caché ma propre lumière pour éclairer son chemin. Une fois que Sophie a appris que nous procédions officiellement au divorce, elle a commencé à devenir incroyablement anxieuse.
Avant, elle avait toujours prétendu « Je n'ai jamais voulu détruire votre famille ». Elle disait qu'elle voulait juste être aux côtés de Julien, ne demandant rien en retour. Mais maintenant que le rôle de sa véritable épouse se libérait, elle a commencé à presser Julien fréquemment. Je ne le savais pas au début. C'est mon avocat qui l'a découvert en examinant les documents assignés à comparaître. Les journaux de discussion entre elle et Julien étaient remplis de plus en plus de disputes. Sophie, quand allez-vous divorcer officiellement? Sophie, comment les parts de l'entreprise seront-elles divisées? Sophie, tu m'as promis un avenir. J'en ai marre d'être un secret. Les réponses de Julien devenaient de plus en plus irritées. Julien, l'entreprise est un désastre en ce moment. Arrête de me mettre la pression. Sophie, je suis avec toi depuis si longtemps. Tu t'es même occupée de ma mère quand elle était malade. Et maintenant tu dis que je te mets la pression. Tu n'étais pas comme ça avant. Quand j'ai lu cette dernière ligne, j'ai presque ri. Les hommes aiment toujours la femme compréhensive. Mais cette compréhension n'existe souvent qu'avant qu'il ne soit temps de diviser réellement les biens. Quand ce jour arrive, personne ne se contente d'un simple câlin. Lors de notre première négociation formelle de divorce, Julien a amené son avocat hors de prix et un air d'épuisement profond. Il semblait avoir perdu du poids. Son costume sur mesure lui allait toujours, mais il flottait sur lui, manquant de son ancienne confiance arrogante. Son avocat a souligné que la croissance de l'entreprise était principalement due à la gestion de Julien et que, comme je n'avais pas été impliqué dans les opérations quotidiennes au cours des 3 dernières années, je ne devais pas affecter indûment son contrôle de l'entreprise. Mon avocat a calmement présenté nos documents, la preuve du virement pour la vente de mon appartement d'avant le mariage, les emails présentant les premiers clients, l'aveu propre de Julien et les documents de financement des ressources stratégiques que j'avais fournis. Mes accords d'actionnariat et la dissipation claire des biens matrimoniaux qu'il avait commis en finançant le style de vie de Sophie pendant notre mariage. Le visage de Julien est devenu de plus en plus pâle. Les termes que je proposais n'étaient pas excessifs. Je prendrais les parts et la plus-value qui m'appartenaient de droit. Nos biens communs seraient divisés conformément à la loi. Les dépenses importantes qu'il a engagées pour Sophie seraient déduites directement de sa part. La maison conjugale pourrait être vendue ou il pourrait me racheter ma part. Je n'étais pas avide, mais cela rendait les choses encore plus difficiles pour lui. Claire, a-t-il demandé à voix basse à travers la table en acajou. Est-ce que tu ne te soucies vraiment plus du tout de notre passé? Si, ai-je dit. Il a levé les yeux. J'ai continué. Je m'en suis soucié quand tu as admis pour la première fois que tu avais franchi la ligne. Je t'ai cru quand tu as dit que ce n'était qu'une fois. Je t'ai donné une chance quand tu as dit que tu t'en occuperais. Son visage était cendré. C'est toi qui as épuisé toute cette histoire toi-même. Ma belle-mère m'a rappelé quelques jours plus tard. Cette fois, elle n'a pas essayé de me persuader de m'accrocher à ma position d'épouse. Sa voix était incroyablement fatiguée. Claire, Julien est dans un très mauvais état ces derniers jours. Me demandez-vous de le réconforter, ai-je dit froidement. La ligne est restée silencieuse. Après un moment, elle a soupiré. J'ai dit les mauvaises choses avant. Toutes ces histoires d'être l'épouse, que tous les hommes sont comme ça, c'était des bêtises. J'étais choqué qu'elle s'excuse. Quand j'étais jeune, j'ai beaucoup supporté de la part du père de Julien, a-t-elle dit. Tout le monde me disait que c'était bien temps qu'il rentrait à la maison. Les jours passaient, mais le ressentiment était toujours là. Je n'aurais pas dû utiliser ma vieille façon de penser pour te conseiller. J'ai tenu le téléphone, ne disant rien. Si tu ne peux vraiment plus vivre avec ça, alors pas, a-t-elle dit doucement. Ne sois pas comme moi, à te sentir dégoûté chaque fois que tu penses à ces choses pour le reste de ta vie. Après avoir raccroché, je suis resté assise près de la fenêtre pendant un long moment. Je ne détestais pas Simone. Elle était juste une femme d'une autre époque, à qui on avait appris à endurer, mais je ne voulais pas devenir elle. 6 mois plus tard, Cœur et Sillon a lancé une nouvelle collection massive. Le thème était « Une chambre à soi ». C'était la première ligne de produits que j'avais dirigée depuis mon retour. L'événement de lancement était énorme. Quand les projecteurs se sont braqués sur moi, je me suis tenu sur scène et j'ai vu le public rempli de médias, de clients, de designers et d'investisseurs. Élise m'a fait un pouce levé depuis les coulisses. J'ai tenu le micro et j'ai parlé d'espace, de l'habitat féminin et de la façon dont une personne peut préserver sa propre chambre au sein d'une relation.
Personne ne savait d'où venait ce thème. Vers la fin, j'ai dit, un bon foyer ne devrait exiger de personne de se rétrécir pour accommoder un autre. C'est vrai pour la décoration d'intérieur, et c'est vrai pour les relations. Des applaudissements ont éclaté dans le public. Au milieu de ceux-ci, j'ai vu Julien. Il se tenait tout au fond de la foule, portant un costume sombre, le visage pâle. Il m'a regardé, les yeux remplis d'un choc tardif. Je savais exactement ce qu'il pensait. Il avait enfin réalisé que la femme qui avait passé les 3 dernières années à l'attendre à la maison, à gérer ses clients et à s'angoisser pour ses levées de fonds n'avait jamais été quelqu'un qui ne pouvait que tourner autour de lui. Je m'étais seulement temporairement rabaissé. Ce n'était pas que j'étais intrinsèquement inférieur. Après l'événement de lancement, Julien m'a acculé dans le parking alors que je marchais vers ma voiture. Claire, je me suis arrêté. Ses yeux étaient rouges, sa voix rauque. N'y a-t-il vraiment aucune chance pour nous? Je l'ai regardé et n'ai pas répondu immédiatement. J'ai rompu avec Sophie, a-t-il dit. Elle a commencé à demander de plus en plus, et j'ai réalisé qu'elle n'étant rien comme toi. J'ai souri faiblement. Bien sûr qu'elle ne l'est pas. Une lueur d'espoir s'est allumée dans ses yeux. Elle t'a rencontré quand tu avais déjà tout, ai-je dit. La couleur a quitté son visage. Je t'ai rencontré quand tu ne pouvais même pas payer le loyer de ton bureau. Il était complètement sans voix. J'ai continué. Tu la trouves matérialiste maintenant parce qu'elle a commencé à te demander un engagement. Mais n'es-tu pas tombé amoureux d'elle au départ parce qu'elle ne voulait rien? Ses lèvres ont bougé. J'étais stupide alors. Pas stupide, ai-je dit. Avide. Ses yeux étaient rouges. Claire, je le regrette vraiment. J'ai regardé cet homme que j'ai autrefois aimé. Il n'a pas toujours été mauvais. Il n'était pas pourri depuis le début. Mais certaines choses, une fois qu'elles se gâtent, ne peuvent pas être mangées juste parce qu'elles étaient fraîches autrefois. J'ai ouvert la portière de ma voiture. Avant de monter, je lui ai jeté un dernier regard. Tu n'as pas seulement perdu une femme. Tu as perdu la personne qui a marché avec toi de rien jusqu'à aujourd'hui. La personne que tu as jetée de tes propres mains. La portière de la voiture s'est refermée. J'ai démarré le moteur. Dans le rétroviseur, Julien se tenait sur place, devenant de plus en plus petit. Je n'ai pas regardé en arrière. Le jour où le divorce a été finalisé, le temps était absolument magnifique. Je suis sorti du tribunal des affaires familiales sans pleurer ni prendre de photos commémoratives. Élise était là pour venir me chercher. Un bouquet de tournesol sur le siège passager de son SUV. Pour célébrer ta nouvelle vie, a-t-elle dit. Je suis monté dans la voiture. Bateau mais efficace, ai-je souri. Plus tard, j'ai entendu dire que si l'entreprise de Julien avait survécu à la crise de financement, sa croissance avait considérablement ralenti après avoir perdu plusieurs clients clés. Lui et Sophie s'étaient complètement brouillés, et elle était partie rejoindre une autre entreprise. Au moment où cette nouvelle m'est parvenue, je ne m'en souciais plus beaucoup. J'étais occupé par de nouveaux lancements de produits, occupé à reconstruire mon équipe, occupé à rassembler les morceaux de la chambre que j'avais autrefois mise de côté. Un soir, je suis rentré dans mon propre appartement et j'ai préparé un simple bol de soupe à la tomate maison et un croque-monsieur. Il pleuvait dehors et l'appartement était calme. Je me suis assise à la table de la salle à manger et je me suis soudain souvenu, il y a 3 ans, quand Julien m'a tenu dans ses bras et m'a dit, une fois que l'entreprise s'en sortira, je promets que je te donnerai la meilleure des vies. Ce n'est que plus tard que j'ai compris que la meilleure des vies ne vous est pas nécessairement donnée par quelqu'un d'autre. Elle peut aussi être gagnée, choisie et reconquise par soi-même. Quant à ces marchandises avariées, celui qui les veut peut les avoir. Moi, je n'en veux pas. Pendant la partie la plus laide de la procédure de divorce, Sophie m'a en fait contacté une fois. Elle a organisé une rencontre dans le café du hall d'un hôtel. Par coïncidence, le même hôtel où j'avais découvert cette charge de 980 €. Quand je suis arrivé, elle était déjà assise près de la fenêtre, vêtue d'une robe en maille de couleur claire, son maquillage net, un latte à peine touché à côté d'elle. En me voyant, elle s'est immédiatement levée, m'adressant soudainement formellement en tant que « Madame Martin ». Je me suis assise et j'ai dit sèchement « Ne m'appelez pas comme ça. Ça sonne sale ». Le visage de Sophie a pâli un instant. Elle a rapidement baissé la tête, les larmes montant aux yeux sur commande. Claire,
Je sais que vous me détestez. Je ne suis pas venu ici aujourd'hui pour vous provoquer. Je veux juste vous dire que ce qui s'est passé entre Julien et moi, ce n'est pas ce que vous pensez. Je l'ai regardé. Alors, qu'est-ce que c'est? Elle s'est mordu la lèvre. Il est sous beaucoup de pression. La plupart du temps, il a juste besoin de quelqu'un pour l'écouter. Vous êtes sa femme. Vous devriez le comprendre mieux que moi. Mais vous êtes trop forte. Avec vous, il a toujours l'impression de ne pas pouvoir s'effondrer. J'ai presque éclaté de rire. Donc, l'infidélité d'un homme pouvait finalement être imputée à sa femme trop forte. Donc vous étiez responsable de le laisser s'effondrer, ai-je demandé. Le visage de Sophie est redevenu blanc. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je n'ai jamais voulu détruire votre famille. J'ai même conseillé à Julien de rentrer à la maison et de passer plus de temps avec vous. Je sais, ai-je dit. Vous êtes très compréhensive. Elle m'a regardé, confuse. J'ai lentement remué mon café. Votre plus grande compétence est que vous prenez toujours ma défense. Vous lui rappelez de m'acheter des cadeaux, de rentrer tôt, de ne pas me rendre triste. De cette façon, vous vous placez dans une position très propre, comme si vous n'étiez pas celle qui s'immisce, mais celle qui nous aide à maintenir notre mariage. Les larmes de Sophie se sont arrêtées. Je l'ai regardé. Vous lui conseillez de rentrer à la maison, ce qui le fait se sentir plus coupable et lui fait aussi sentir que vous êtes plus bienveillante et compréhensive. Vous ne vous battez pas et n'exigez rien pour qu'il puisse vous avoir toutes les deux sans mauvaise conscience. Sophie, ce n'est pas que vous ne vouliez pas détruire la famille. Vous êtes juste plus intelligente. Vous savez que les hommes aiment une trahison qui ne vient avec aucune pression. Ses doigts se sont resserrés autour de sa tasse. Claire, ce que vous dites est trop dur. Dur, ai-je ri. Comparé à vous qui appelez mon mari pendant qu'il prend sa douche pour lui dire que vous avez mal partout, c'est assez civil. Sophie a finalement laissé tomber le masque. Elle m'a regardé, ses yeux montrant du ressentiment pour la première fois. Pensez-vous que vous avez gagné? Julien ne peut pas quitter l'entreprise. Si vous divorcez et que les capitaux propres sont partagés, l'entreprise sera affectée. Alors les investisseurs et les clients vous blâmeront tous. J'ai hoché la tête. Alors, vous êtes ici aujourd'hui pour me persuader en son nom ou pour tâter le terrain pour vous-même? Elle n'a rien dit. J'ai pris mon sac. Rentrez et dites à Julien que je ne laisserai pas l'entreprise s'effondrer. Elle a mon argent et mon travail acharné aussi. Mais je ne continuerai pas non plus à dormir à côté d'un mari infidèle pour le bien de l'entreprise. En sortant de l'hôtel, j'ai soudain trouvé ça amusant. J'avais l'habitude d'avoir une bonne impression de Sophie parce qu'elle était toujours douce et connaissait sa place. Mais une personne qui connaît vraiment sa place ne serait jamais restée aussi longtemps dans le mariage de quelqu'un d'autre. Julien a vraiment réalisé que j'étais sérieuse après Monsieur Dubois, lorsqu'un deuxième client majeur, une chaîne d'hôtels de luxe, a également proposé une révision de contrat. Il y a des années, il voulait mettre en œuvre un système de contrôle intelligent dans les chambres. L'équipe de Julien avait une bonne technologie mais aucun cas de portefeuille. C'est moi qui l'ai emmené rencontrer la femme du président parce qu'elle était une cliente de longue date de Cœur et Sillon. À ce dîner, Julien a à peine pu placer un mot. C'est moi qui ai parlé, de l'expérience spatiale et du flux client à l'identité de marque de l'hôtel et à la valeur des systèmes intelligents, les convainquant finalement de lui donner une opportunité pilote. Ce projet est devenu plus tard une étude de cafard pour l'entreprise de Julien. Pourtant, maintenant, dans une réunion du conseil d'administration, il disait, ses clients ont toujours été des clients de l'entreprise. Ils ne devraient pas être affectés par les raisons personnelles de Claire. Un investisseur précoce, Monsieur Moreau, l'a regardé et a demandé, Julien, es-tu sûr que ces clients sont venus à toi pour l'entreprise à l'époque? La pièce est restée silencieuse un instant. Le visage de Julien était sombre. Monsieur Moreau a continué, nous avons investi en toi pour ta technologie, mais aussi pour ta capacité à intégrer des ressources. Le fait que Claire, avec son expérience de cofondatrice d'une marque réputée, faisait partie de ton package était le crédit implicite de ton entreprise. Maintenant que ton mariage est en difficulté, nous devons bien sûr évaluer l'impact. Ces mots étaient pragmatiques et précis. Julien avait l'habitude de penser qu'une fois qu'un client était signé, il était à lui. Il a oublié que j'étais celle qui avait posé les fondations de la confiance pour beaucoup d'entre eux. Après la réunion du conseil d'administration, il m'a appelé.
Claire, pouvons-nous s'il te plaît ne pas mêler ça à l'entreprise? Je ne le mêle pas à l'entreprise, ai-je dit. L'entreprise m'a déjà en son sein. Il était silencieux. J'ai continué. Julien, quand tu profitais des avantages de mes ressources, tu nous considérais comme une seule unité. Maintenant que je veux tracer une ligne claire, tu m'accuses d'amener des affaires personnelles dans l'entreprise. Tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Dans le règlement du divorce, l'élément le plus douloureux n'était pas la maison conjugale ou les parts de l'entreprise. C'était ce petit appartement. C'était le premier logement que j'ai acheté à 27 ans. Il n'était pas grand, environ 55 mètres carrés avec une fenêtre donnant sur un vieil érable. À l'époque, Cœur et Sillon venaient de décoller. Après mon paiement hypothécaire mensuel, il ne me restait pas grand-chose, mais j'étais heureuse. J'y avais travaillé toute la nuit, dormi sur le tapis et commandé des pizzas avec Élise, éclaboussant de la sauce sur le mur blanc et laissant une tache que je n'ai jamais pu enlever. Plus tard, lorsque l'entreprise de Julien a eu une crise de trésorerie, je l'ai vendue et j'ai transféré l'argent sur le compte de son entreprise. Le jour où j'ai signé le contrat de vente, je me suis réconforté. Une maison peut être rachetée, mais si l'entreprise de Julien mourait, il le regretterait toute sa vie. À l'époque, il m'a tenu dans ses bras et m'a dit, « Claire, je n'oublierai jamais ça. » Pourtant, maintenant, pendant le divorce, son avocat a essayé de classer cet argent comme un soutien commun pour la vie et les affaires, visant à le réduire à une simple dépense de ménage. Je me suis assise dans la salle de conférence et j'ai regardé Julien. « C'est ce que tu penses, toi aussi ?» Il a évité mon regard. Son avocat a répondu pour lui. Monsieur Martin est bien sûr reconnaissant du soutien de mademoiselle Leclerc à l'époque, mais légalement parlant, une fois que les fonds sont entrés dans l'entreprise, ils ont été convertis en capital d'exploitation et ne peuvent être assimilés à un prêt personnel. J'ai ri, non pas parce que j'étais surprise, mais parce que je l'avais enfin vu tel qu'il était. Dire « je n'oublierai jamais » ne signifie pas qu'il s'en souviendra réellement quand il sera temps de diviser les biens. Mon avocat a présenté un document supplémentaire. C'était une reconnaissance de dette formelle que Julien avait signée à l'époque. Pour me rassurer, nous l'avions fait rédiger par un avocat. Je, Julien Martin, confirme la réception de 450 000 € de la vente du bien propre de Claire Leclerc pour être utilisé pour le fonds de roulement à court terme de l'entreprise. Ce fonds est classé comme un investissement en biens propres de Claire Leclerc, et sa participation au capital sera confirmée séparément après la stabilisation de l'entreprise. Sa signature et la date y figuraient, clair comme le jour. Le visage de Julien est finalement devenu complètement blanc. Je l'ai regardé. Tu as oublié. Pas moi. Le plus grand talent de Julien avait toujours été de garder son sang-froid. Il était toujours doux en public, capable de sourire pour se sortir des négociations les plus difficiles. Mais alors que le divorce entrait dans la phase de règlement des biens, il a commencé à perdre complètement le contrôle. Il m'a envoyé de longs messages textes. Claire, j'admets que j'ai eu tort, mais tu ne peux pas transformer nos 3 ans d'affection en un bilan comptable. J'ai répondu, ce n'est pas moi qui ai transformé l'affection en un bilan comptable. C'est toi qui as souillé à la fois l'affection et le bilan comptable. Le lendemain, il a de nouveau envoyé un texto, j'ai juste fait une erreur que n'importe quel homme pourrait faire. J'ai répondu, alors va trouver une femme qui peut accepter ce genre d'homme. Le 3e jour, il a dit, Sophie m'a quitté. Es-tu satisfaite maintenant? J'ai regardé cette phrase et je l'ai trouvée absurde, comme si ce mariage était devenu un concours entre moi, lui et Sophie. Mais j'avais depuis longtemps cessé de vouloir gagner contre Sophie. Je voulais juste quitter Julien. Le 4e jour, il s'est saoulé et est resté devant mon immeuble jusqu'aux petites heures du matin. La réception m'a appelé juste au moment où j'allais me coucher. Mademoiselle Leclerc, il y a un monsieur Martin en bas qui dit qu'il est votre mari. Ex-mari, ai-je corrigé. Le concierge a fait une pause. Devons-nous lui demander de partir alors? S'il ne le fait pas, appelez la police. Une demi-heure plus tard, Julien m'a envoyé un message vocal, sa voix rauque et brisée. Claire, je ne sais vraiment pas comment nous en sommes arrivés là. Je n'ai pas répondu parce que la réponse était trop claire. Ça a commencé la première fois qu'il m'a repoussé, en disant qu'il était fatigué, mais qu'il s'est retourné pour trouver Sophie. Ça a commencé la première fois qu'il a accepté la compréhension de Sophie tout en me demandant d'être plus prévenante. Ça a commencé quand je lui ai donné une chance,
mais qu'il a continué à mentir. Le chemin ne s'est pas fait en un jour. Il a juste attendu d'arriver au bout pour crier sa douleur. Après avoir quitté l'entreprise de Julien, Sophie a essayé d'entrer dans une autre entreprise de technologie, mais le cercle est petit. L'affaire n'a pas été étalée sur Internet, mais les gens qui devaient savoir, savaient. Plus fatalement, son utilisation des ressources de Julien pour organiser des soins hospitaliers privés pour sa mère, et son acceptation de cadeaux bien au-delà du salaire d'une assistante étaient d'énormes signaux d'alarme. Le réseau de rumeurs de l'industrie technologique en a eu vent lors de vérifications de références non officielles, et il ne lui offrirait certainement pas un poste au bureau du PDG. Elle a fini dans une petite entreprise de logistique en tant qu'assistante administrative. Quand Élise m'a raconté ça, il y avait une pointe de satisfaction dans sa voix. N'est-elle pas la plus compréhensive? Voyons pour qui elle est si compréhensive maintenant. J'inspectais de nouveaux échantillons de produits et j'ai répondu nonchalamment. Elle trouvera la prochaine personne qui a besoin que quelqu'un soit compréhensif. Élise m'a regardé. Tu ne la détestes pas du tout? J'ai réfléchi un instant. Si. Et maintenant? Maintenant, je sens qu'elle n'est pas le point principal. Sophie était bien sûr en faute. Elle n'était pas une participante passive. Elle a profité du favoritisme de Julien et du sentiment de supériorité qui découlait de sa manipulation passive-agressive. Mais la personne qui a vraiment détruit le mariage était Julien. S'il avait maintenu ses limites, Sophie n'aurait jamais pu entrer, peu importe à quel point elle était douce. S'il avait été disposé à me chérir, le mal de dos d'aucune autre femme n'aurait jamais eu d'importance. Quand mes parents ont appris le divorce, ils n'ont pas essayé de m'en dissuader comme d'autres l'ont fait. Ma mère a juste demandé, « As-tu bien réfléchi ?» Oui, ai-je dit. Elle a hoché la tête. Alors viens dîner à la maison. Ce jour-là, elle a préparé son fameux rôti que j'adorais quand j'étais enfant. Mon père est resté silencieux pendant tout le repas. Après le dîner, il m'a tendu un vieux dossier. À l'intérieur se trouvait un chèque d'un fonds d'épargne que mes parents avaient secrètement commencé pour moi pour meubler mon petit appartement il y a des années. Nous ne t'avons pas arrêté quand tu as vendu ton appartement pour le soutenir, a dit mon père. Non pas parce que nous pensions qu'il en valait la peine, mais parce que c'était ton choix. Maintenant, le quitter est aussi ton choix. Ma mère a ajouté, ce n'est pas beaucoup d'argent, mais prends-le. Que tu n'en aies pas besoin est une chose, mais que nous te le donnions en est une autre. Mes yeux se sont remplis de larmes. Ces 3 dernières années, j'étais devenu trop habitué à être celle qui soutenait les autres. J'ai soutenu la start-up de Julien, ses levées de fonds, son image publique, mais il s'est avéré que j'avais aussi des soutiens. Cette nuit-là, je ne suis pas resté à l'hôtel. J'ai dormi dans ma chambre d'enfant. Les rideaux étaient toujours du vert pâle que j'avais choisi à l'université. En me réveillant au milieu de la nuit, je ne me demandais pas où était Julien. C'était la nuit de sommeil la plus paisible que j'avais eue depuis le début du tumulte du divorce. L'accord de divorce final a été signé par une journée nuageuse. Julien est arrivé avant moi. Il était assis dans la salle de conférence, un stylo devant lui, les yeux lourds de fatigue. Les termes étaient réglés. J'ai récupéré mes parts, leur plus-value et une compensation financière. La maison conjugale serait vendue et le produit partagé après déduction de l'hypothèque. Ces dépenses importantes pour Sophie et sa mère pendant le mariage ont été déduites de sa part des biens. Je n'interférerai pas malicieusement avec son contrôle de l'entreprise, mais je conservais mes droits en tant qu'actionnaire de superviser et de choisir de sortir. Ces termes étaient froids, mais ils étaient plus fiables que n'importe quelle excuse. Avant de signer, Julien m'a soudainement demandé, si Sophie n'avait pas appelé ce soir-là, serais-tu resté? J'ai réfléchi longtemps. Peut-être que ça aurait traîné un peu plus longtemps. Ses yeux se sont ravivés. Mais je serais parti tôt ou tard, ai-je continué. Pourquoi? Parce que tu m'avais déjà fait me sentir dégoûté. Les mots étaient durs. Son visage est devenu blanc comme un linge, mais je ne les ai pas repris. Certaines vérités ne sont pas faites pour être agréables. Il est resté silencieux un long moment avant de finalement signer son nom. Alors que le nom de Julien Martin se posait sur le papier, je n'ai pas ressenti la catharsis que j'avais imaginée, juste un profond sentiment de libération après une longue et lasse bataille. Après le divorce, j'ai emménagé dans un nouvel appartement. Il n'était pas grand, mais il avait une belle lumière.
J'ai demandé à un jeune designer de cœur et sillon de m'aider pour la décoration. Il m'a demandé quel style je voulais. Ne pense pas à savoir si un homme aimera ça, ai-je dit. Il a fait une pause un instant, puis a souri. Alors nous le ferons exactement comme vous l'aimez. Le salon avait un seul fauteuil blanc cassé. Le bureau était bordé d'étagères pour mes échantillons de matériaux. La chambre n'avait pas un lit king size, mais un grand lit confortable que j'ai choisi pour moi-même. Le jour du déménagement, Élise et l'équipe sont venues aider. Elle s'est tenue au milieu du salon et s'est exclamée. « Claire, ça ressemble à ta maison. » L'ancienne non. L'ancienne, ai-je demandé. Ta vieille maison conjugale ressemblait trop à un showroom, a-t-elle dit. C'était magnifique, mais tout était conçu pour servir sa personnalité d'entreprise. Rien du bois ancien, des tapis faits main ou des vases originaux que tu aimes n'y était. J'ai regardé autour de moi et j'ai soudain souri. Il s'est avéré que je n'avais pas seulement renoncé à ma place dans le mariage. J'avais même renoncé à ma propre esthétique. Maintenant, je la reprenais, morceau par morceau. Après le lancement de la nouvelle collection de cœurs et sillons, Monsieur Dubois du groupe immobilier m'a approché pour discuter d'un nouveau partenariat. Cette fois, ce n'était pas pour le mettre en relation avec Julien. C'était pour moi. Son groupe voulait créer une solution conjointe pour un projet résidentiel haut de gamme combinant des intérieurs personnalisés et une technologie domotique. J'avais déjà travaillé sur des projets similaires, mais à l'époque, la partie systèmes intelligents aurait été confiée à l'entreprise de Julien. Cette fois, Monsieur Dubois a demandé, envisagez-vous toujours de travailler avec eux? Suivons le processus d'appel d'offres standard, ai-je dit. Monsieur Dubois a souri. Gardez les affaires et le personnel séparés. J'ai souri en retour. J'ai appris ma leçon. Le jour de l'appel d'offres, l'entreprise de Julien est venue. Il n'a pas assisté personnellement, envoyant un vice-président pour diriger l'équipe. Leur proposition était toujours techniquement solide, mais leur prix était élevé et leur support après-vente semblait instable en raison de la restructuration récente de l'entreprise. Finalement, une équipe plus établie a remporté l'appel d'offres. Quelqu'un m'a demandé plus tard en privé, « Claire, as-tu intentionnellement choisi de ne pas prendre l'entreprise de ton ex ?» Non. Alors pourquoi? Parce qu'il n'était pas le bon choix cette fois-ci. Les affaires sont les affaires. Je ne lui donnerai pas une opportunité à cause de notre passé. Je ne le saboterai pas non plus délibérément par ressentiment, et c'était la plus grande différence entre moi et Julien. Dans le passé, il gardait Sophie à ses côtés, insistant sur le fait que c'était juste du travail, mais il n'a jamais réussi à séparer son travail de ses désirs personnels. La dernière apparition de Sophie dans ma vie a été un email. Je ne sais pas comment elle a obtenu mon adresse professionnelle, mais elle a envoyé un long message. Elle disait que ce n'est qu'après avoir quitté Julien qu'elle a réalisé que ce qu'elle pensait être un amour profond n'était qu'une illusion. Elle disait que Julien n'avait jamais vraiment promis quoi que ce soit mais semblait tout laisser entendre. Elle disait qu'elle avait aussi investi sa jeunesse et n'était pas disposée à se retrouver avec rien. À la fin de l'email, elle a écrit « Claire, je pensais que vous aviez tout, donc ça n'aurait pas d'importance si j'en prenais un peu. Ce n'est que plus tard que j'ai réalisé qu'une grande partie de ce que vous avez, vous l'avez gagné vous-même. Je suis désolé. » Je l'ai lu et n'ai pas répondu. Élise a demandé, « Tu ne vas pas lui crier dessus ?» Pas besoin. Ton caractère s'est vraiment amélioré. J'ai secoué la tête. Ce n'est pas que mon caractère est meilleur. C'est que je ne veux plus faire partie de leur drame émotionnel. Les regrets de Sophie, les regrets de Julien, ils n'ont rien à voir avec moi. Je ne suis plus l'épouse, la rivale ou le juge de leur histoire. Je suis juste Claire Leclerc. Pour le 35e anniversaire de Julien, il m'a envoyé un message. Dîner d'entreprise ce soir. Ils ont réservé le restaurant que tu m'as aidé à choisir autrefois. Je me suis soudain souvenu de la première année, pour mon anniversaire, quand tu m'as fait des pancakes d'anniversaire brûlés au bureau. J'ai vu le message alors que j'étais en déplacement pour examiner des matériaux. L'air de l'usine était épais d'une odeur de bois et de peinture. J'avais de la sueur sur les mains et l'écran de mon téléphone était un peu sale. Je n'ai pas répondu. Bien sûr, je me souvenais de ces pancakes. C'était la première année de sa start-up et il était si occupé qu'il avait oublié son propre anniversaire. Je les lui avais cuisinés sur la petite plaque de cuisson de la salle de pause. Ils étaient carbonisés sur les bords.
Il les a mangés avec délectation et a dit qu'il en voulait chaque année. Plus tard, ses fêtes d'anniversaire sont devenues plus grandes, les restaurants plus chers, les gâteaux plus exquis, et le nombre de personnes lui souhaitant un joyeux anniversaire a augmenté. Il a probablement oublié que ces pancakes n'étaient pas précieux parce qu'ils étaient délicieux. Ils étaient précieux parce qu'à l'époque, nous n'avions vraiment que l'un pour l'autre. Mais on ne peut pas pardonner toutes les choses nauséabondes qui ont suivi juste en se remémorant un petit déjeuner. Le premier anniversaire de mon divorce était aussi le premier anniversaire de mon retour chez Cœur et Sillon. Élise a insisté pour organiser une fête. Qui a-t-il à célébrer dans un divorce, ai-je demandé. Qui célèbre le divorce? Nous célébrons ton premier anniversaire de travail, a-t-elle dit. Ce soir-là, l'équipe a organisé une petite réception dans le showroom. Pas de médias, pas de clients, juste des collègues et des amis. Un jeune designer m'a donné une carte dessinée à la main. Elle représentait une femme poussant une porte vers une pièce remplie de lumière. La carte disait « Bienvenue de retour dans votre propre chambre, Claire ». Je l'ai regardé longtemps, les yeux un peu embués. Élise a levé son verre. « Ah Claire, que tu ne te contentes plus jamais de moi à partir de maintenant. » Toute la salle a éclaté de rire. J'ai ri aussi. Et en riant, j'ai soudain senti que cette phrase autrefois remplie de colère et de dégoût était maintenant devenue une plaisanterie légère. C'est une bonne chose. Quand vous pouvez transformer votre propre douleur en une blague, cela signifie qu'elle ne vous contrôle plus. La deuxième année après mon divorce, j'ai croisé la mère de Julien à la pharmacie de l'hôpital. Elle avait l'air beaucoup plus âgée qu'avant et elle faisait la queue seule à la caisse. J'ai hésité un instant mais je me suis quand même approché. Simone. Elle s'est retournée et m'a vu, stupéfaite un long moment. Claire. Elle avait l'air un peu décontenancée. Je l'ai aidée avec son bulletin de paiement et je l'ai accompagnée pour obtenir ses médicaments. En sortant de l'hôpital, elle a soudain dit « Julien ne va pas bien tout seul maintenant ». Je n'ai pas répondu. Elle a rapidement ajouté « Je n'essaie pas de te persuader. Je sais que je n'en ai pas le droit. » Elle a soupiré. Son père m'a aussi fait du tort dans le passé. À l'époque, je me disais toujours de supporter. Puis j'ai utilisé ces mêmes mots pour te persuader. En y pensant maintenant, je ne le faisais pas pour ton bien. J'avais juste peur d'admettre que j'avais eu tort de supporter à l'époque. Je l'ai regardé. Ces mots ont touché une corde sensible. Beaucoup de femmes qui conseillent aux autres de supporter ne sont pas nécessairement malveillantes. Parfois, elles ont juste peur d'admettre que la souffrance qu'elles ont endurée n'aurait pas dû être endurée en premier lieu. Simone, s'il vous plaît, prenez soin de vous, ai-je dit. Elle a hoché la tête, les yeux rouges. Claire, tu dois avoir une belle vie à partir de maintenant. Je l'aurai, ai-je dit. Julien m'a écrit plus tard une lettre. Il ne demandait pas à se remettre ensemble. Il disait juste qu'il avait enfin compris ce qu'il avait perdu. Il a écrit que lorsque l'entreprise était au plus mal, il pensait que ma vente de l'appartement, mes relations et mon départ de ma marque étaient tous dus à mon amour pour lui. Alors, il a pris pour acquis que mon amour continuerait. Il a écrit que lorsque Sophie est apparue, il a apprécié la facilité de la situation. Avec elle, il n'avait pas apporté les identités de mari, d'entrepreneur ou d'homme qui avaient été élevés par moi. Il avait seulement besoin d'être le patron admiré, sur lequel on pouvait compter et qui était compris. Il a écrit que sa partie la plus méprisable était de savoir que cette facilité était construite sur sa trahison envers moi. Pourtant, il n'était toujours pas disposé à y renoncer. À la fin de la lettre, il a écrit « Tu m'as appelé un marchandise avarié. Je me suis senti humilié à l'époque. Ce n'est que maintenant que je réalise que tu n'essayais pas de me maudire. Tu avais juste finalement cessé de te forcer à accepter mon désordre. » J'ai lu la lettre et je l'ai passée directement dans le destructeur de documents du bureau. Pas par haine, mais parce qu'il n'y avait pas besoin de la garder. Les prises de conscience de certaines personnes sont mieux laissées à leur propre vie. La dernière fois que j'ai vu Julien, c'était à un forum de l'industrie. Il parlait en tant que représentant d'une entreprise de technologie et j'étais à une table ronde en tant que cofondatrice d'une marque d'ameublement. Nous nous sommes rencontrés en coulisses. Il semblait beaucoup plus en paix que pendant le divorce. Claire, ça fait un moment. En effet. Il a souri un peu amèrement. Tu vas très bien. J'essaie de remettre ma vie sur les rails aussi. J'ai hoché la tête. C'est bien.
Il n'y avait pas de ressentiment, pas de drame, pas d'effondrement. L'animateur est venu m'appeler sur scène. Alors que j'étais sur le point de partir, il a soudain dit, « Claire, merci de m'avoir accompagné dans les moments les plus difficiles. » J'ai fait une pause un instant. Pas besoin de me remercier. J'étais consentante à l'époque. Ses yeux se sont ravivés. Et plus tard, ai-je continué, je n'étais plus consentante. C'est réel aussi. Sur ce, je me suis dirigé vers la scène. Alors que les lumières s'allumaient, j'ai entendu l'animateur me présenter. Veuillez accueillir mademoiselle Claire Leclerc, cofondatrice de Cœur et Sillon. Les applaudissements ont fusé du public. Debout dans la lumière, je me suis soudain senti ancré. Mon nom n'était enfin plus attaché à celui de quelqu'un d'autre. Quelqu'un m'a demandé quel était le plus grand changement après le divorce. J'y ai réfléchi. Ce n'était pas de retrouver ma carrière ou mon argent ou de ne plus avoir à deviner si un homme m'aimait. Le plus grand changement était que je ne voyais plus le fait d'être choisi par un homme comme une preuve de ma propre valeur. Quand Julien ne me touchait pas, je doutais de moi. Quand il touchait quelqu'un d'autre, j'étais dégoûté de moi-même. Quand tout le monde me conseillait de m'accrocher à ma position, j'ai presque réussi à me convaincre que la victoire de l'épouse contre l'assistante était la victoire. Mais à la fin, j'ai compris. La personne que je devais vraiment reconquérir n'était pas Julien. C'était moi-même. Ce soir-là, quand je l'ai entendu dire, « Tu étais épuisé hier soir. Je serai plus doux la prochaine fois. » Les mots étaient, bien sûr, perçants, mais je leur en suis reconnaissante. Ils étaient comme un couteau qui a tranché ma dernière parcelle d'auto-illusion. À partir de ce moment, je n'ai plus eu à m'allonger à côté de lui chaque jour, me demandant s'il était juste trop fatigué. Je n'ai plus eu à me forcer à prétendre que je pouvais supporter quelqu'un qui était déjà pourri. Il y a tellement de jours frais à venir. Pourquoi m'accrocherais-je à de la marchandise avariée ? La véritable rupture entre Julien et Sophie s'est produite au moment où notre accord de divorce était en cours de signature. Pendant cette période, il faisait face aux questions des investisseurs, travaillait avec les avocats pour régler les actifs et essayait de calmer les tensions au sein de l'entreprise. Sophie, cependant, n'était plus si compréhensive. La fréquence de ses messages a augmenté. « Pourquoi n'as-tu pas répondu à mon appel aujourd'hui ? N'as-tu pas dit que tu t'en occuperais ? Claire ne veut même plus de toi. Qu'est-ce que tu attends encore ? Ma mère demande quel est notre plan. Qu'est-ce que je suis censé lui dire ? » Ces journaux de discussion sont devenus plus tard une partie du règlement des actifs car ils étaient parsemés d'enregistrements de Julien transférant de l'argent, payant le loyer et couvrant les frais médicaux pour elle. Un message en particulier m'a marqué. Sophie a écrit, « Je ne me suis battue pour rien avant parce que je croyais que tu m'avais dans ton cœur. Maintenant qu'elle part, tu me dis encore d'attendre. Pour qui me prends-tu ? » Julien a répondu, « Tu n'étais pas comme ça avant. » En lisant cela, assise dans le bureau de mon avocat, je n'ai pas pu m'empêcher de laisser échapper un petit rire. Mon avocat a levé les yeux vers moi. « Ce n'est rien, ai-je dit. C'est juste que les hommes sont si intéressants. Ils l'aiment parce qu'elle ne se bat pas, mais dès qu'elle commence à se battre, ils pensent qu'elle a changé. Il ne l'a jamais aimée. Il aimait qu'elle agisse commodément comme si elle n'avait pas besoin qu'il soit responsable, juste au moment où il ne voulait pas l'être. » L'impact du divorce sur l'entreprise de Julien a été plus complexe qu'il ne l'avait prévu. Ce n'était pas parce que je ripostais délibérément, mais parce qu'il s'était trop appuyé sur le récit d'une famille stable et l'histoire d'un couple de start-up en difficulté. Lors des premiers tours de financement, il m'avait mentionné plus d'une fois. Il disait qu'il avait une femme derrière lui qui comprenait le branding, l'espace et l'expérience client. Il disait que j'avais temporairement mis ma propre carrière en veilleuse pour le soutenir. Il disait que l'entreprise n'était pas seulement son effort solo, mais un avenir en lequel nous croyions tous les deux. Ces mots semblaient touchants à l'époque. Mais lorsque le mariage s'est effondré et que l'affaire était avec sa propre assistante de direction, ils se sont tous transformés en preuve contre lui. Le conseil d'administration n'est pas un tribunal moral, mais il s'inquiète de la stabilité, du jugement et de la gouvernance d'entreprise d'un fondateur. Un fondateur qui mélange ses relations personnelles avec son personnel de direction et utilise les ressources de l'entreprise comme les notes de frais et les services de VTC pour les affaires familiales de sa maîtresse, n'inspire pas confiance aux investisseurs. Monsieur Moreau, l'investisseur, m'a demandé en privé, « Claire, si tu es d'accord,
nous pouvons faire pression pour que l'entreprise établisse une structure de gouvernance plus formelle. En tant qu'actionnaire et contributrice de ressources initiales, tu pourrais rejoindre le conseil consultatif. J'y ai réfléchi une nuit et j'ai finalement accepté. Pas pour garder un œil sur Julien, mais parce que je ne voulais pas que ce que j'avais investi soit entraîné vers le bas par sa vie personnelle. Quand Julien l'a appris, il avait l'air sombre. « Tu ne me fais pas confiance. »« Non », ai-je confirmé. Il était étranglé, sans voix. J'ai ajouté calmement. « Tu as déjà prouvé dans notre mariage que ton self-control et ton sens des limites ne sont pas entièrement dignes de confiance. La gouvernance d'entreprise, c'est la même chose. Elle ne peut plus reposer uniquement sur ta discrétion personnelle. » Il m'a regardé, les yeux remplis de honte et d'un sentiment indicible de défaite. Mais cette fois, il n'avait aucune raison de s'y opposer. Le premier projet majeur que j'ai entrepris après mon retour chez Cœur et Sillon était une ligne d'appartements pour femmes célibataires. Le nom du projet était « Sojourn ». Élise a d'abord pensé que le nom était trop froid. J'ai dit « Être seul n'est pas froid, c'est la liberté ». Notre équipe a mené de nombreuses interviews d'utilisatrices. Des femmes vivant seules après un divorce. Une designer célibataire de 30 ans. Une mère célibataire louant un nouveau logement avec son enfant. Le besoin le plus fréquemment mentionné n'était pas le luxe, mais la sécurité, le confort et le contrôle. Les serrures des portes devaient être fiables. Le rangement devait être clair. L'éclairage devait être doux. Le lit devait offrir un sommeil profond et réparateur. La cuisine, même si elle n'était utilisée que par une seule personne, ne devait pas sembler temporaire ou improvisée. En les écoutant décrire leur vie, je pensais souvent à moi-même. Ces premières nuits dans mon nouvel appartement, mangeant un croque-monsieur seul, éteignant les lumières seul, décidant quelles fleurs mettre dans le salon seul. Ce n'était pas de la désolation. C'était me réapproprier. La veille du lancement, je suis resté tard au showroom. Un jeune designer m'a demandé, « Claire, pourquoi tenez-vous autant à cette collection ?» J'ai réfléchi un instant et j'ai dit, « Parce que beaucoup de femmes ne manquent pas d'une chambre à elles. C'est juste qu'elles ont donné leur chambre pendant trop longtemps. » Il n'a pas tout à fait compris, mais il l'a noté sérieusement. Le jour où la collection Sojourn a été ouverte en avant-première, Julien est venu. Il ne m'a pas prévenu à l'avance. J'étais dans un appartement témoin au 2e étage en train d'expliquer le design quand je me suis retourné et je l'ai vu debout à l'entrée. L'appartement témoin ne faisait que 30 mètres carrés, mais il était divisé en 4 zones distinctes, sommeil, travail, lecture et cuisine simple. Les murs étaient d'un gris crémeux et chaud, et une petite table à manger pour une personne était placée près de la fenêtre. Julien a regardé cette unique table à manger et a dit à voix basse, « Tu disais autrefois que tu voulais un bureau qui ne soit que pour toi. » J'étais un peu surprise qu'il s'en souvienne. Le bureau de notre maison conjugale, a-t-il dit, a finalement été rempli de tous mes serveurs et prototypes. Oui, ai-je dit. Ce n'est pas que je ne l'avais pas mentionné à l'époque. J'avais dit que je voulais garder la moitié d'un mur pour mes échantillons de matériaux. Julien avait dit que l'équipement de l'entreprise n'avait nulle part où aller et qu'il avait besoin de l'emprunter pour un certain temps. Un certain temps s'est transformé en 3 ans. Mes boîtes d'échantillons de matériaux ont été déplacées dans le débarras et mon bureau est devenu sa salle de serveur temporaire. Comme tant de petites choses, ça ne valait pas la peine de se battre à l'époque, mais empilées les unes sur les autres, mon espace dans cette maison est devenu de plus en plus petit. Julien se tenait dans l'appartement témoin, la voix basse. Je n'avais vraiment pas remarqué avant. Ce n'est pas que tu n'as pas remarqué, ai-je dit. C'est que tu as remarqué et que tu n'as pas pensé que c'était important. Son visage est devenu pâle. J'ai regardé la table à manger unique, soudainement très calme. Julien, la trahison ne consiste pas seulement à coucher avec quelqu'un d'autre. Tu m'as repoussé petit à petit dans tellement de domaines. Le bureau, le temps, l'intimité, la confiance, et finalement le mariage lui-même. Ses yeux se sont ravivés. Cette fois, il n'a pas dit « Je suis désolé ». Peut-être qu'il savait enfin que les excuses étaient inutiles. Pendant longtemps après le divorce, j'ai eu une aversion viscérale pour l'intimité. Ce n'était pas parce que j'étais encore amoureuse de Julien, mais parce que ce mariage m'avait fait douter profondément de mon propre corps. Une femme qui est rejetée par son mari pendant longtemps peut difficilement éviter de se demander « Ne suis-je pas assez jolie ? Ne suis-je pas attirante ?»
Suis-je devenu trop prévisible, trop une partie du mobilier, et donc indésirable? Plus tard, j'ai commencé à faire de l'exercice. Pas pour plaire à qui que ce soit, mais simplement pour ressentir à nouveau mon propre corps. J'ai commencé le pilate. Je suis allé nager. J'ai fait de la randonnée. La première fois que j'ai nagé 1,5 km d'affilée, je me suis tenu au bord de la piscine, à bout de souffle, et j'ai soudain eu envie de pleurer. Pas parce que j'étais fatigué, mais parce que j'ai réalisé que mon corps ne m'avait pas trahi. Il avait encore de la force. Il pouvait encore respirer, courir et sentir l'eau. Ces nuits où j'ai été rejeté par Julien, ce n'était pas mon corps qui était indigne d'amour. C'est lui qui avait donné son désir et sa sincérité au mauvais endroit. Je n'aurais pas dû me punir pour son erreur. Plus tard, de nouvelles personnes sont apparues dans ma vie. Un architecte, Léo. Il avait une collaboration de projet avec Cœur et Sillon. C'était un homme de peu de mots, mais méticuleux dans son travail. La première fois qu'il m'a invité à dîner, il a d'abord vérifié. Si vous sentez que c'est gênant, nous pouvons simplement parler de travail. J'ai souri. Est-ce une invitation à dîner ou une note de service? Je ne veux pas vous mettre la pression, a-t-il dit. J'ai fini par y aller. Le dîner était agréable. Il ne s'est pas précipité pour poser des questions sur mon divorce, ni n'a offert de jugement comme « votre ex-mari ne savait pas comment vous chérir ». Il a juste écouté attentivement pendant que je parlais de projets, de matériaux et de la façon dont une pièce peut détendre une personne. Après, il m'a raccompagné à mon immeuble, mais n'a pas insisté pour monter ni dit quoi que ce soit d'ambigu. Après être rentré chez moi, j'ai réalisé que je n'avais ressenti aucune résistance. Ce simple fait m'a rendue heureuse. Je n'étais pas pressé de commencer une nouvelle relation, mais je savais que Julien n'avait pas détruit ma capacité à aimer. Il m'avait juste appris à rechercher des limites claires quand quelqu'un s'approche. Julien a finalement entendu parler de mon dîner avec Léo par un ami commun. Il m'a envoyé un message. « Tu as quelqu'un de nouveau. » J'ai répondu, « Ça ne te regarde pas. » Longtemps après, il a répondu. « Je suis juste un peu contrarié. » J'ai regardé les mots sans ressentir de sympathie. Quand j'étais contrarié, où était-il? Quand j'étais allongé seul dans mon lit, doutant de ma propre attractivité, il réconfortait Sophie. Quand j'essayais de donner une autre chance à notre mariage, il me mentait encore sur le fait d'avoir coupé le contact. Quand j'ai entendu cet appel téléphonique, il était dans la salle de bain, utilisant le ton le plus doux pour dire à une autre femme qu'il serait plus doux la prochaine fois. Son malaise maintenant n'était qu'un écho retardé. Je n'avais aucune obligation de le rattraper. Après le divorce, l'entreprise a mené une autre enquête interne sur les frais médicaux que Julien a payés pour la mère de Sophie. À proprement parler, l'argent provenait du compte personnel de Julien et n'impliquait pas de remboursement par l'entreprise. Le problème, cependant, était que des fonds de l'entreprise pour des services de VTC, des ressources commerciales et même l'accès prioritaire de l'hôpital ont été utilisés pour sa relation privée. Cela a rendu le conseil d'administration très mécontent. Julien a admis plus tard lors d'une réunion interne, « J'ai confondu mes relations personnelles avec les ressources de l'entreprise et j'ai fait courir un risque à la gouvernance de l'entreprise. » Quand j'ai entendu ça, je lisais le procès-verbal de la réunion. Élise s'est penchée. Il a enfin appris à parler comme un être humain. J'ai souri. Une dure dose de réalité. En fait, cette déclaration aurait pu être appliquée à notre mariage également. Il a confondu le mariage avec le désir, la responsabilité avec la culpabilité, et sa dette envers sa femme avec sa connexion avec son assistante. À la fin, quand toutes les factures sont arrivées en même temps, il a découvert qu'il ne pouvait en payer aucune. Une fois, en passant par le quartier de mon ancien appartement, j'ai demandé au chauffeur Uber de s'arrêter un instant. L'érable était toujours là, mais la supérette en bas avait une nouvelle enseigne. Je me suis tenu à l'entrée du complexe, regardant la porte familière de l'immeuble, et mon cœur ne me faisait plus mal comme avant. Cette maison avait un nouveau propriétaire depuis longtemps. J'ai autrefois pensé que la vendre était la plus grande preuve de mon amour. En y repensant maintenant, c'était juste un choix que j'ai fait à l'époque. Les choix ont des conséquences, et je les ai assumées. Mais j'ai aussi utilisé cet argent pour garantir des parts dans l'entreprise, des droits sur les ressources et un levier dans le règlement final. Donc, je ne le vois plus comme une preuve de ma trahison. C'est aussi une preuve de ma propre bravoure.
C'est juste que dans le futur, je ne vendrai plus jamais mon propre filet de sécurité pour qui que ce soit, surtout sans limite claire par écrit. Quand mon père a plus tard appris l'existence de la reconnaissance de dette, il est resté silencieux un long moment. Comment as-tu pensé à lui faire écrire ça à l'époque? Peut-être qu'en travaillant dans le branding depuis si longtemps, j'ai l'habitude de garder des traces, ai-je dit. Mon père a hoché la tête. Bonne chose. Après un moment, il a ajouté, Claire, à l'avenir, peu importe qui tu aimes, n'aie pas peur de parler d'argent. J'étais surprise. Mon père est un homme très traditionnel qui pensait autrefois que parler d'argent blessait les sentiments. Il a soupiré. Quand une relation est bonne, en parler clairement ne la blesse pas, ça la protège. C'est quand la relation va mal que ne pas avoir les choses par écrit est ce qui blesse vraiment les gens. Ces mots m'ont fait penser à tant d'histoires. Des femmes qui donnent leur argent, leurs ressources et leur jeunesse pour soutenir leur mari, pour que tout soit effacé d'un revers de main avec la phrase « c'était tout volontaire ». Heureusement, peu importe à quel point j'aimais Julien à l'époque, je n'ai jamais complètement perdu ma rationalité. Je n'ai pas gardé de traces parce que je ne l'aimais pas assez. Je l'ai fait parce que j'ai toujours su que l'amour ne peut pas remplacer les règles. J'avais juste oublié ce principe pendant un certain temps au sein de mon mariage. Après que la collection Sojourn a été un énorme succès, j'ai été interviewé par un magazine national. Un journaliste a demandé, « Mademoiselle Leclerc, quelles sont vos réflexions sur les compromis que les femmes font entre le mariage et la carrière ?» C'était une question conçue pour un titre accrocheur. J'ai réfléchi un instant et j'ai dit, « Je ne m'oppose pas à faire des compromis, mais je m'oppose au fait que seules les femmes sont censées en faire. » Le journaliste a levé les yeux. J'ai continué, « Si une femme ralentit temporairement sa carrière pour sa famille, sa contribution doit être vue, et elle doit avoir un poste où revenir. Elle ne perd pas ses capacités juste parce qu'elle retourne à la maison, et soutenir son partenaire ne la transforme pas non plus en son bien. » Cette interview a ensuite été largement partagée. Certains ont dit que j'étais lucide. D'autres ont dit que j'étais trop calculatrice, que si l'on compte tout entre un mari et une femme, cela perd son sens. J'ai vu ces commentaires et j'ai souri. J'ai aussi voulu ne pas compter autrefois. Mais j'ai découvert plus tard que la condition préalable pour ne pas compter est que l'autre personne le chérit aussi. Si l'autre personne traite votre ne pas compter comme une marchandise bon marché qu'elle peut épuiser à volonté, alors vous feriez mieux de compter chaque chose. Plusieurs années plus tard, je pensais rarement à cet appel téléphonique. Quand j'y pensais, cela ne me serrait plus la poitrine. Je penserais seulement, je suis contente que le téléphone ait sonné ce jour-là. Je suis contente de l'avoir entendu. Je suis contente que le « je serai plus doux la prochaine fois » de Julien m'ait sorti de mon auto-illusion. La chose la plus effrayante pour une femme n'est pas de découvrir que son mari a donné son énergie à quelqu'un d'autre. C'est de le découvrir et de se forcer encore à dire « ce n'est pas grave ». J'ai arrêté de me forcer. Je me suis levé de ce chevet, j'ai pris les papiers du divorce, j'ai repris mes parts, j'ai repris mon nom, et j'ai repris ma propre chambre. Qui a fini avec ces déchets n'avait plus d'importance. Ce qui importait, c'est que j'avais enfin appris à choisir à nouveau ma propre vie. 3 mois après mon divorce, j'ai passé tout un week-end à organiser de vieux dossiers, non pas par nostalgie, mais pour archivage. Le sol de mon bureau était couvert de documents. Le tout premier business plan de l'entreprise de Julien, la version que j'avais annotée au stylo rouge, avait encore ma note sur la première page sous le positionnement sur le marché, ne parle pas seulement de technologie, parle de scénario d'utilisation. La première liste de clients avec mes notes à côté de nombreux noms. Monsieur Dubois aime les propositions concises. Madame Chen attache de l'importance au service après-vente. Commence par une chambre pilote pour le groupe hôtelier. Et le plan que j'avais préparé pour Julien la veille de son pitch aux investisseurs. Il était si nerveux que ses paumes étaient moites. J'ai répété avec lui jusqu'à 2 heures du matin et j'ai dessiné un minuscule smiley dans le coin. Ces choses n'étaient pas des souvenirs d'amour. C'étaient des preuves de mon travail, de mon jugement et des risques que j'avais pris. Dans le passé, je les mélangeais avec mon mariage, pensant qu'il n'y avait pas de tien ou de mien entre un mari et une femme. Maintenant, je les ai scannés un par un, je les ai nommés et je les ai classés. Pas pour transformer l'affection en un grand livre de comptes, mais pour me rappeler qu'aucune contribution ne doit être dévalorisée simplement parce qu'elle porte le nom d'épouse. Quand Élise est venue me voir et a vu le sol couvert de papier, elle s'est appuyée contre le cadre de la porte et a souri. « Claire, tu fais l'audit de ton passé ?
J'ai souri. Et le résultat de l'audit? J'ai placé le dernier dossier dans une boîte d'archives. Investissement massif, perte gérable, désinvestissement opportun. Élise a regardé fixement pendant une seconde, puis a éclaté de rire. J'ai ri aussi. Après avoir terminé, j'ai mis la boîte d'archives sur l'étagère la plus haute du meuble. Ce chapitre pouvait enfin être clos. 2 mois plus tard, Cœur et Sillon a officiellement signé le contrat avec le groupe de Monsieur Dubois. La cérémonie de signature a eu lieu dans le nouvel appartement témoin. Il y avait beaucoup de journalistes et les flashs des appareils photo crépitaient constamment. Monsieur Dubois m'a tendu le contrat en souriant. Claire, cette fois, nous travaillons directement ensemble. J'ai pris le stylo. Sur la dernière page du contrat, sous signataire autorisé, j'ai signé mon nom, Claire Leclerc. Alors que mon stylo quittait le papier, je me suis soudain souvenu, il y a 3 ans, quand j'accompagnais Julien pour signer son premier contrat majeur. Il se tenait à l'avant et je me tenais dans le public. Quelqu'un lui a demandé, « Monsieur Martin, à qui êtes-vous le plus reconnaissant de vos débuts en start-up » Il m'a regardé et a dit, « Ma femme ». J'étais très ému à l'époque, mais ce n'est que maintenant que j'ai compris. Je n'aurais pas dû être simplement remercié en tant que femme de Julien. C'est moi qui ai révisé ses propositions. C'est moi qui ai négocié avec ses clients. C'est moi qui ai construit ses ressources pièce par pièce. Je méritais d'être à la table de signature en train de signer un contrat avec mon propre nom. Alors que les applaudissements éclataient, Élise se tenait non loin, me regardant, les yeux brillants. Après l'événement, un jeune journaliste m'a demandé, « Mademoiselle Leclerc, pensez-vous qu'il est trop tard pour recommencer ?» J'ai souri. Il n'est pas trop tard. Pourquoi, a-t-il demandé. Parce que tant que vous êtes prête à vous extraire du mauvais endroit, il n'est jamais trop tard, ai-je dit. Ce soir-là, je suis rentré chez moi et je me suis préparé un dîner fantastique. Un steak épais grillé, des pommes de terre rôties et une salade de concombres fraîches. J'ai coupé le concombre en tranches croustillantes, je les ai assaisonnées d'une vinaigrette légère, et elles avaient un goût merveilleux. J'ai soudain éclaté de rire. Il s'avère que les choses fraîches n'ont vraiment pas besoin d'être forcées. Les lumières de la ville à l'extérieur de ma fenêtre s'allumaient une par une. Je me suis assise à ma propre table à manger pour la première fois, n'attendant personne. Pas d'excuse de retard, pas de prétexte de fatigue, pas de trahison qui nécessitait ma compréhension. Juste un repas chaud, un concombre croustillant et une nuit qui était enfin et complètement mienne.